Bonjour, ravie de vous retrouver ce matin en compagnie d'une personne que l'on attendait depuis longtemps. On se languissait de lui. Enfin, il est sur le plateau de Thé au café et c'est Danny Cohn-Bendit qui est avec nous. Bonjour, Danny Cohn-Bendit. Bonjour. Mais c'est vrai, qu'est-ce que vous êtes fait attendre pendant des années? Ah là là. Enfin, vous êtes là. En fait, c'est... Et vous aimez vous faire attendre. les femmes aussi, de temps en temps. Oui, c'est vrai. C'est un grand jeu. Vous pensez que c'est aussi une Voilà, une je manière crois. de séduire? C'est possible. Oui. C'est possible. Vous êtes le seul invité qui refuse tout maquillage et tout coiffure. Toute coiffure. Bah D'ailleurs, oui. ça se voit. Oui, je suis comme je suis. Oui, vous aimez le naturel. Voilà, exactement. Alors, en revanche, là, vous nous avez surpris parce que, bon, mai 68, évidemment, on s'attendait à ce que Danny Cohn-Bendit nous parle de son mai 68. Vous publiez Sous les crampons, la plage. Alors, évidemment, il y a une petite relation quand même avec 68 en raison du slogan, mais vous nous parlez de football. En fait, est-ce que c'est un trait de votre caractère de vouloir surprendre? Est-ce que vous aimez ça? C'est sûrement un trait de mon caractère de vouloir prendre les gens à contre-pied, qui est un terme de football. C'est-à-dire, oui, j'ai pas toujours envie d'être là où on m'attend. Donc voilà, c'est une manière peut-être, disons, de définir ma personnalité. Qu'est-ce qui est essentiel de savoir de vous? Comme ça, en deux adjectifs. Quelqu'un qui est sympa et quelqu'un qui a de l'ironie, mais qui peut être triste. Cette photo, elle nous ramène à quelques années, évidemment. C'est votre maman? C'est ma mère, c'est Oui. ma mère, C'est vous, moi. à côté. Voilà, exactement. Ouais. Comme... Vous dites, d'ailleurs, vous en parlez, hein, vous racontez le contexte de votre naissance. Oui, il est quand même particulier. Hein. Mes parents étaient réfugiés. Ils étaient donc d'abord à Paris, puis après l'invasion allemande, ils ont été à Montauban. Mon père a fait un détour. Bref, ils avaient une maison d'enfants pour jeunes, pour enfants juifs dont les parents étaient déportés. Puis après, ils ont dû cacher les enfants, dont mon frère, qui est né en 1936, chez les paysans. Mes parents étaient cachés aussi. Et donc, je suis né en avril 1945. Est-ce que vous pensez être un enfant de l'amour? Je suis un enfant de l'amour, mais surtout un enfant de la liberté. Enfin, mes parents, parce que, voilà, en 1944, quand ils ont appris le débarquement en Normandie, l'espoir est revenu. Et je suis un enfant donc de l'espoir et de la liberté. J'ai été conçu après le débarquement. Vous pensez qu'ils n'ont pas été déçus par vous? Écoutez, ils n'ont pas été déçus. Mon père est mort, j'avais 14 ans, et ma mère est morte, j'avais 17 ans. Précocement. Oui, donc, mais j'avais mon grand frère, enfin j'ai toujours mon grand frère qui a 9 ans de plus que moi et qui a été, avec sa femme, ils ont été un peu, disons, un ersatz de mes parents. Vous avez été apatride jusqu'à l'âge de 14 ans. Est-ce que ça a laissé des traces sur votre perception de la vie? Ça a laissé une trace, c'est que moi, disons, la nationalité, j'ai été donc apatride jusqu'à 14 ans, puis allemand, et à 70 ans, ou je sais pas quoi, j'ai eu la double nationalité. Je crois que la double nationalité, c'est mon identité réelle. Donc, vous dites bien que vous êtes européen avant tout. Hein. Oui, je suis européen, mais je suis surtout franco-allemand. Donc franco-allemand qui est le cœur de l'Europe. Quand Bernard Cazeneuve vous a appelé pour vous dire « ça y est, tu l'as », je ne sais pas si vous tutoie, la nationalité française, qu'est-ce que vous avez ressenti? Ah ben c'était très drôle, j'étais avec ma femme sur l'autoroute en Floride. On descendait vers Miami en voiture. Il m'a appelé, il m'a dit, voilà, je viens de signer ta nationalité française. J'étais content. D'abord, c'était un geste sympathique de sa part. Il a eu une phrase gentille. Et puis voilà, non, je me dis, voilà, maintenant, je suis réellement ce que je suis. C'est-à-dire français et allemand ou allemand et français. Votre apprentissage musical, il est illustré par, vous m'expliquerez quelle raison, en deux mots, tout d'abord par ça. West Side Story? Voilà, West Side. J'avais, je sais pas, oui, si, j'avais 15 ans, et j'ai vu le film, et j'ai absolument voulu revoir ce film avec ma mère. Je crois que c'est le dernier film que j'ai vu avec ma mère, qui habitait encore à Paris à l'époque.
Moi, j'étais dans un internat en Allemagne. Et pour moi, ça a été après les westerns, ça a été, et avant À bout de souffle, ça a été une de mes grandes émotions cinématographiques qui m'est restée. Donc j'ai dû voir ce film une dizaine de fois depuis. Et ceci John Baez. Et Bob Dylan. John Baez. Alors moi, il y a deux histoires, John Baez, Bob Dylan. La première fois, j'étais aux États-Unis, donc c'était 64, 65. Des fois, je déraille un peu dans les dates. Ah, c'est l'âge. Ouais, et c'est l'âge, exactement. Mais j'ai déraillé très jeune avec les dates. Bon, enfin bref. Et il y avait un concert de John Baez à Forest Hill. C'est là où on jouait au tennis avant Flashing Meadows, c'était là. Et c'est là qu'elle chantait, donc elle commence à chanter, j'étais avec un copain. Et au bout d'un quart d'heure, elle dit, vous savez, c'est ennuyeux de chanter tout seul. Et donc j'ai demandé à un copain de venir. Et tout le stade s'est levé. Bob Dylan. Et c'était Bob Dylan. Wow. Mais moi, je ne connaissais pas. Et là, il entre avec sa guitare sur le dos, ce petit bonhomme. Et ils ont chanté ensemble pendant 2 heures. C'était absolument Vous les magnifique. avez rencontrés ensuite? John Baez. John Baez. Alors ensuite, on est beaucoup plus tard, on est en 68, en avril 68, John Baez chante à Paris. Et comme il y a des mouvements étudiants, elle veut discuter avec des étudiants. Avec vous. Et non, elle veut discuter. Donc, il loue le Bullier, c'est une salle de sport, disons. Et là, il y a 1500, 2000 étudiants. Elle commence à discuter, elle défend le mouvement contre la guerre du Vietnam, pacifiste, non violent. Et là, tous les gauchos marxistes qui existent, Mao, Trotsky, lui font la leçon en disant « mais la non-violence, ça ne marche pas, la bourgeoisie est armée, la révolution, elle est armée, il faut prendre le pouvoir avec le fusil, etc. » Et ça m'a énervé. Je suis monté sur scène, c'était après le 22 mars, et je l'ai défendu en disant « mais arrêtez !» Ils viennent aux États-Unis, c'est un des moments les plus forts, ils arrêtent la guerre du Vietnam, et vous avez qu'une chose, c'est lui faire la leçon, vous êtes quand même des débiles mentaux, etc. Et c'est là que je l'ai rencontré, et je l'ai revu après, une autre fois aux États-Unis. Que Bob Dylan ne se soit pas présenté au Nobel, ça vous a agacé? Vous l'avez compris? C'est Bob Dylan. D'accord. C'est Bob Dylan. D'accord, on lui pardonne tout. Ah ben oui, ouais. C'est un génie. Alors les génies, ils font ce qu'ils veulent, c'est comme ça dans la vie. Il est ce qu'il est, et je ne vois pas pourquoi on lui ferait la leçon. Et d'ailleurs, après ce qu'il a envoyé un texte, il est très beau, ce texte, très, très, très travaillé, etc. On revient en arrière avec vos couleurs. Votre portrait par Laurence Boulet. Pour Daniel Cohn-Bendit, ancien apatride, nous avons créé un drapeau aux couleurs de sa vie. Le rouge d'abord, en hommage à son surnom Dany le Rouge. Étudiant en sociaux à Nanterre, il devient la figure emblématique de mai 68. Ce leader de la contestation étudiante aime déjà prendre la parole en public. Nous occupons la Sorbonne! Et il devient très vite le symbole de la révolte contre l'ordre établi. Certains voient en lui un révolutionnaire. Frappé par un arrêté d'expulsion, il reste indésirable sur le territoire français jusqu'en 1978. Il s'installe alors à Francfort, où il vit en communauté. Le mythe est né. Le Vert pour son engagement dans le parti écologiste allemand dans les années 80, puis en 99 chez les Verts français. C'est mon premier meeting à Paris après mai 68. Depuis toujours, il a un pied de chaque côté du Rhin. Je suis vert européen. En France, il lance le mouvement Europe Écologie et décroche plus de 16% aux européennes en 2009. Le meilleur score jamais obtenu par les écologistes. Cette journée aujourd'hui peut être un grand moment pour l'écologie politique. Avec cette victoire, une nouvelle fois, il entre dans l'histoire. Le bleu pour l'Europe, bien sûr. Il est élu pour la première fois au Parlement européen en 1994. C'est un spectacle drôle. Il y a regardez comme je suis important, je suis député. C'est là qu'il mène ses principaux combats. Cet ardent défenseur d'une Europe fédérale lutte sans relâche contre l'euroscepticisme. Au Parlement, il impose un style tantôt révolté, C'est minable d'aller à l'ouverture des Jeux Olympiques. tantôt décontracté. François, je t'ai compris. Excellent orateur, ses interventions ne laissent jamais indifférent. N'ayez pas peur d'affronter les bêtises de l'extrême droite et de l'extrême gauche quand ils parlent de l'Europe. Et son dernier discours après 20 ans de Parlement est largement applaudi. Rouge, vert, bleu, des couleurs vives car la vie avec Daniel Cohn-Bendit n'est jamais en demi-teinte.
En revoyant ces images, de quoi vous êtes le plus fier? Alors, vous n'allez pas aimer le mot, je suis sûre, mais est-ce que vous avez un contentement quand même, une satisfaction? Oui, je crois que la chose dont je suis le plus fier, c'est que j'ai une biographie qui se tient. Même si... Elle est cohérente? Elle est cohérente dans son incohérence. C'est-à-dire que c'est très simple. Évidemment que quand j'avais 23 ans, que j'étais révolutionnaire, qu'on disait élection piège à con, c'était une émotion que j'ai gardée, même si le contenu de mon discours est totalement différent. Mais je crois que cette envie d'accepter la révolte et surtout de dire ma vérité. Je ne dis pas que c'est la vérité, mais quand on dit parler vrai, je parle vraiment ce que je pense. On regarde la célèbre photo, bien sûr, en noir et blanc, vous face à un CRS. Qu'est-ce que vous diriez à ce jeune homme? Pas le CRS, mais à vous. Il est mignon. Ouais. Je trouve qu'il est mignon. Ouais. C'est un regard mignon. Et à part ça, Il n'y a pas de haine dans le regard. Non, il n'y a pas du tout de haine. Et ça, j'aime beaucoup quand, même dans les mouvements, il n'y a pas de haine. Il y a un défi, c'est il l'espiègle, si vous voulez. Et ça, c'est romantique. Lorsque vous avez été expulsé de France, vous revenez plusieurs fois caché dans la voiture de la comédienne Marie-France Pizier. Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué ou plus simple, oui. Cette histoire. C'était joli, en tout cas. C'est joli. Oui. C'est joli. C'est-à-dire que je suis revenu, après mon expulsion, donc en 68, je suis revenu à Paris par des réseaux qui avaient été des réseaux qui existaient depuis la guerre d'Algérie. Donc illégalement Illégalement, passant par le Luxembourg, entrant en France. Je me suis retrouvé à la Sorbonne. Je suis resté une dizaine de jours à Paris et je suis ressorti de France avec Marie-France Pizier. Caché dans sa voiture? Pas caché, j'étais côté, puis arrivé à la frontière, vous passez à pied, c'est très facile, entre la France et le Luxembourg, vous sortez, puis je l'ai repris derrière la frontière, et on a continué. Ça, c'est quand même la part romanesque aussi de votre vie. C'est romanesque, oui, et puis la rencontre avec Marie-France, c'est romanesque. C'est-à-dire un jeune, disons, révolté qui se rêve en révolutionnaire, qui rencontre une belle actrice, ça aurait pu donner un beau roman. Ça a donné une belle histoire. Bon, mais c'est comme ça. Vous avez fait un état des lieux un peu de la France. Hein, c'est un documentaire qui va passer le 21 mai sur France 5. Qu'est-ce que vous avez gardé, vous, de cette expérience? Quelque chose de prépondérant? Qu'en fait, même quand... Bon, on a rencontré, si vous voulez, une cinquantaine de personnes, de rencontres, pas de personnes, de rencontres, ouvriers, paysans, des jeunes, j'ai dîné avec 25 personnes du Front National. Il y a de toute la France, des musulmans, enfin de toute la France. Le président de la République, qui est aussi dans ce film, dans une scène qui va être culte. Pourquoi? Ouais. Parce que, vous allez voir, ça c'est la surprise. À l'Élysée? Vous allez voir, mais ça serait idiot qu'on soit à l'Élysée. Donc ailleurs. Et donc, pour dire ça, ce que j'ai, c'est qu'en fait, derrière des fois des angoisses, il y a dans ce pays une énergie positive. Vous parliez d'Emmanuel Macron, je sais que vous le rencontrez. Est-ce que vous êtes suffisamment à l'aise pour lui dire ces 4 vérités? Ah oui, ça, sans problème. Ah ouais. Sans problème. Et lui, il est à l'aise pour me dire mes 4 vérités. Ah oui, non, là, il n'y a qu'un problème. On y va la plupart du temps. Vous vous sentez à égalité? C'est pas qu'on se sente à égalité, on sait comme ça. D'ailleurs, qu'il y a eu un débat qui a été organisé à l'université de Francfort, avant qu'il aille à la foire du livre de Francfort, et je le tutoie en public, et c'est comme ça. Il dit pas oui, il dit pas non, c'est comme ça. Vous avez l'impression qu'il vous écoute? Il m'écoute, oui, ça ne veut pas dire qu'il me suit. Tout le monde me dit, ouais, enfin, Cohn-Bendit, il a rejoint Macron. Je dis non. Pour moi, dans mon fort antérieur, c'est lui qui m'a rejoint sur l'Europe. C'est pour ça que quand on me dit, tu fais la claque à la Sorbonne, son discours, je m'applaudis moi-même. Je trouve qu'il y a dans ce discours des choses qu'on a discutées ensemble. C'est ça qui me fascine. Voilà. Puis il y a d'autres discours quand c'est pas sur l'Europe où c'est pas du tout ma tasse de thé ou café.